Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'aigle. Je suis l'O2. Et je suis Antartix. Et ceci est le Weeblycast numéro 16, Dr. Key et les Silures. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la seconde histoire de la saison 7 de la série classique Doctor Who and the Silurians. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce mois-ci, le résumé nous sera concocté par l'O3, qui nous revient encore une fois après l'épisode précédent. Je vous parlerai une fois plus du casting. Le dossier, ce sera sur les Siluriens. Une première partie, puisqu'à priori l'aigle concocte quelque chose pour le prochain épisode. Les trivia références seront pour ma pomme également. Les paramédias, ce sera toujours l'aigle qui nous en parlera, cette fois-ci sur les Silurians, évidemment. Et enfin, nous reviendrons tous sur l'histoire, nous donnons notre petite note sur 10. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord. Sans plus attendre, les Ardons. L'O3, à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous interrompons vos programmes pour revenir sur les événements qui ont bien failli détruire l'espèce humaine, et qui ont débuté il y a quelques mois. En effet, tout a commencé dans une petite centrale nucléaire quelque part en Angleterre. Cette centrale faisait face à deux problèmes. Problème numéro 1, une perte de puissance dans les rendements de son réacteur nucléaire. Or, un réacteur nucléaire de plusieurs millions d'euros qui ne fonctionne pas, ça vaut rien. Problème numéro 2, une hausse du stress et de l'absentéisme dans son personnel. En effet, plus de 20% du personnel ne pointait plus au travail. Ces problèmes étaient tels que l'État anglais décida d'envoyer UNIT pour régler la situation. Car UNIT est connu pour sa guerre sans relâche contre l'absentéisme au travail. Après plus de 3 mois d'enquête infructueuse, UNIT était sur le point de quitter les lieux, lorsque plusieurs employés de la centrale ont commencé à être attaqués par un dinosaure dans les grottes situées sous le réacteur. Suite à ces attaques répétées, certains étaient devenus fous, d'autres sont morts suite à une chute, et d'autres sont devenus des artistes peintres. Quel horrible destin! Si tu savais. Hélas, ce n'était là que le début. Vu que le dino n'était en réalité que l'animal de compagnie des Siluriens, la véritable menace qui dormait sous le réacteur. Endormi au sens littéral, puisque cryogénisé depuis des siècles. Les Siluriens étaient les premiers êtres intelligents ayant vécu sur Terre. C'est tout un peuple qui allait se réveiller du mauvais côté du lit, et qui allait nous casser la gueule. Dès leur réveil, ces monstres belliqueux ont lancé une attaque massive contre l'espèce humaine. Leurs armes, des dinosaures dressés pour le combat, un troisième œil hypnotique, des rayons laser et des armes bactériologiques. Ils sont à eux seuls responsables de la pandémie qui a bien failli rayer l'espèce humaine de la carte. Mais alors que tout semblait perdu, le salut de l'espèce humaine prit la forme d'un brigadier et de ce conseiller scientifique, un alien à 2 cœurs appelé le Docteur. Employé de UNIT, ce docteur est un scientifique de génie, mais aussi un voleur d'habits notoire en milieu hospitalier. Il a malgré tout travaillé pendant des heures pour sauver l'humanité. UNIT a donc réussi à détruire la base des Siluriens et éradiquer le virus avec l'aide non négligeable d'une de leurs secrétaires, Lisho. Encore une belle victoire pour UNIT. Si vous regardez cette émission, nous vous demandons de vous rendre d'urgence à l'hôpital le plus proche pour recevoir votre vaccin contre le virus silurien. Une cérémonie d'hommage pour les personnes décédées aura lieu demain. Et un enterrement national aura lieu pour le secrétaire d'État anglais qui est mort lors de l'attaque. Merci de nous avoir regardés. À tout de suite et bonne chance car une autre invasion est certainement en chemin. Merci l'O3 pour ce résumé. Alors, attaquons avec l'équipe de production. Le scénariste de cette histoire est Malcolm Yulk,
qui était également le scénariste de The Faceless Ones et de War Game, ainsi que de 5 autres histoires plus tard dans la série classique. Donc vous pouvez vous reporter au Woollycast 14 sur The War Games, où on développe un peu sur ce personnage, sur cette personne. Le réalisateur est Timothy Combe. C'est la première des 2 histoires de Doctor Who qu'il va diriger. Il avait également travaillé précédemment sur la production de The Key of Marinus and The Reign of Terror. Il n'était pas crédité, donc c'était genre, il apportait le café en gros. Fais les photocopies. J'imagine. Voilà. En termes de casting, alors allons-y. Ça, j'ai une petite liste, pas trop conséquente. Il on dit est souvent pas dans que le je War prends Games, du mais quand temps même. pour mes chroniques, mais lui, il a une petite liste plus grosse que moi. Non mais chut, c'est le patron. Figurant Et puis- numéro 10, joué par... Non, Non, mais si le vraiment, figurant me le dit, c'est- est-ce qu'on est vraiment en train de jouer à celui qui a la plus longue? Je veux dire, non quoi. J'ai des très longues listes, le froid. Alors, le Dr. Quinn, donc le mec qui du coup pactise avec les Silurians, est joué par Fulton McKay. Il avait été envisagé à un temps comme 4e docteur pour succéder à Pertwee. Et il a pas été envisagé comme une femme médecin à un moment, non? Non, jamais. La blague était comprise, mais elle est rejetée. On a le Major Baker, qui est joué par Norman Jones. Alors, le Major Baker, donc c'est celui qui s'occupe de la sécurité. Vous l'avez déjà vu, car il joue Crimson dans The Abominable Snowman. Bien sûr. C'est lui. Voilà. Et Reconnaissable. il reviendra dans un rôle en saison 14, qui est un rôle très important. Je pense que tu vois de qui je parle, l'aigle. Pas du tout. Alors là, j'en sais rien. On verra. Le docteur Lawrence est joué par Peter Miles. Il aura 2 autres rôles dans la série, dont on reparlera sûrement. Le capitaine Hawkins est joué par un certain Paul Darrow. Alors lui, j'ai un petit peu de texte sur lui. Pourquoi? Il revient en saison 22 dans un autre rôle. Il a été également la voix de Guidance dans le Big Finish The Next Life. Ça vous dit quelque chose? Le Big Finish de Non. Next Life, oui, bien sûr. Ok. Genre Antarctix me dit qu'il en a... Allez, me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est. Si, celui du mais 8e j'en ai- docteur. Aucun souvenir. Je l'ai complètement oublié cet épisode. Je l'ai écouté il y a 2 ans et il m'est complètement sorti de la tête. The Next Life, C'est le 8e docteur qui perd la mémoire, il me semble. c'est marrant parce qu'au podcast dernier, on a parlé de Face Stealer et en fait, The Next Life, c'est l'épisode qui suit. Et en fait, C'est The Next ça. Life, c'est l'épisode qui conclut l'arc narratif avec l'univers divergent, avec Russ Allen qui est de retour, le grand retour de Russ Allen, joué par le mec qui joue le président de l'Angleterre, je crois, dans l'univers parallèle de la série. Avec les, ça y est, c'est dans la nouvelle série, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Et, Don du coup, Warrington. tu te rappelles un petit peu plus de cet épisode maintenant? Tu sais, il y a comment elle s'appelle, là, celle qui joue l'assistante dans le film de Daphne TV Ashbrook, Movie. qui joue Grace dans le film, tu veux Ouais, dire? voilà. Elle revient dans cet épisode, voilà. Ouais. Qui est donc un épisode qui m'a pas laissé un grand souvenir, finalement. Mais c'est un grand final avec Russ Allen. Ouais. Il double aussi Caston Lago dans dans la série Caldor City, dont on a déjà parlé, je crois. Non, l'aigle, tu me confirmes, on a déjà parlé de la série Caldor City quelque part. Oui, Dans je le me souviens. cast, oui. Une fois. Ok. Et alors, donc c'est un doubleur. Paul Darrow est un doubleur de métier assez prolifique, puisqu'il a également fait la voix du Grand Moff Tarkin de Star Wars dans le jeu d'ordinateur Empire at War. Il fait la voix de Zarok dans Medieval sur PlayStation. Et il a joué le rôle de Sam Weiss dans l'adaptation en pièce de théâtre de Ogay, Guards en anglais, de Terry Pratchett, du Discworld. Et dans le MMO Star Wars, encore une fois, il a joué un personnage qui s'appelle Overseer Tremel de Star Wars The Old Republic dans la MMO, donc de BioWare. Donc un mec qui a fait beaucoup de voix. Je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, si je m'abuse, mais c'est pas très... Voilà. On continue. Parmi les Silurians, on a 3 personnes qui jouent les Silurians que j'ai notés. On a Pat Gorman. Alors Pat Gorman, vous le connaissez. Il a joué... Attends, non, c'est pas lui. Je mélange les pinceaux. Si. Pourtant c'est lui, je pensais que c'était lui. Attendez que je... Bon, peut-être qu'on le verra plus tard. Pardonnez cette intermittence. Vous êtes en train d'assister bon. à Nopo qui est en train de faire sa rubrique sur le moment même. Problème technique. Non, c'est pas lui. Mais Pat Gorman, non, c'est pas lui. Mais en tout cas, autant pour moi, Pat Gorman, donc qui joue un des Silurians, il a joué 63 rôles dans Doctor Who. T'es sûr que c'est pas plutôt 73 qui est écrit?
73. J'ai du mal à Donc lire. voilà, donc tu vois, quand 73. tu te plains que Mark Gatiss revient tout le temps, Oui, finalement... mais nous, on voit jamais sa tête. Et tu vois, est-ce que tu connaissais Pat Gorman? Non, mais Mark Gatiss. Ah si, le nom, Pat Gorman, j'avais déjà vu, pour être honnête. Bon, bref. Et du coup, avec 73 rôles, il n'est que 7ème dans le rang des personnes qui Derrière ont Mark le plus Gatiss, joué dans. Derrière Mark Gatiss, qui a joué 99 rôles. Non, je plaisante. avec le maître. Très subjectif tout ça. Ouais, mais qui a eu le temps de faire ces classements, tu sais, qui s'est dit un matin, je vais Alors compter les c'est bizarre, apparitions. comme si les fans de Doctor Who aimaient les classements. C'est quelque chose de. J'ai jamais Tu vu. sais, dans les C'est années choquant. 90, on avait du temps. Ouais. Ah, je suis choqué par la oisiveté dont faisaient preuve les fans. C'est un des acteurs de second plan les plus connus des années 60 à 90. Et il a joué entre autres dans des films comme Elephant Man et Batman, le Batman de 89, par exemple. Bah bon, un figurant, bien évidemment. On a, parmi les Silurians, on a aussi Simon Kane, qui jouait le très célèbre Curly dans Enemy of the World. Donc vous savez tout à fait de qui je parle. Oui, bien sûr. Quelqu'un- Curly, Voilà. je me Ouais, tout souviens à bien. fait, tout à fait. J'avais écrit un exposé sur la vie de son On gars. se souvient tous du grand Curly. Hein. D'ailleurs, vous ne Donc, le savez Curly, pas, mais c'est- ma thèse que j'ai défendue à l'université il y a quelques années était bien sûr sur sa vie, son Sur œuvre. Curly. Donc Curly, c'est le personnage qui attaque le docteur et les compagnons à bord de l'aéroglisseur au début de Enemy of the World. Oui, tout à fait, je me souviens. Voilà, donc c'est Simon Kane, donc, que vous n'avez pas reconnu puisqu'il est sous le masque des Silurians. Dave Carter, un autre Silurians, qui a joué 6 autres rôles plus tard dans la série, dont 4 non crédités. 4 non crédités, dont dans Power of the Daleks et The Invasion. Voilà. Et c'est de ça dont je voulais parler en fait. La voix des Siluriens, entre autres, a été faite par Peter Halliday, qui n'est autre que Packer dans The Invasion, le chef des gardes un peu bêta. Il sort aussi dans 50 autres histoires de Doctor Who et dont des voix, où il fera juste des voix, un peu comme Nicolas Briggs. Il a fait des audios comme Candor City et The True History of Faction Paradox. Alors ça, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bah, Faction Paradox, en gros, c'est la Time War avant la Time War, en gros. C'est-à-dire que dans les années D'accord. 90, Lawrence Mice lance l'idée de ça, et puis du coup, il y a une histoire de guerre temporelle, c'est les Seigneurs du Temps contre Faction Paradox, et voilà, en gros, c'est juste des histoires qui parlent de Faction Paradox. D'accord. On a le personnage de Masters, qui est joué par Jeffrey Palmer. Alors Masters, c'est donc le secrétaire d'État qui meurt, c'est ça? C'est bien son rang, secrétaire d'État. Et lui, vous connaissez bien évidemment. Bon, déjà, il jouera un autre rôle dans l'épisode, dans saison 9, dans la série classique, mais vous vous souvenez de lui, puisqu'il joue dans Voyage of the Damned. Il joue le capitaine Hardaker du Titanic. C'est celui qui est le capitaine du Titanic et qui tente de tuer Alonso. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage? Toujours, avec ça, oui. Il sa a grande cette barbe. tête, il a une tête, il a pas de barbe du tout. Il a une Si. tête, il a des rouflaquettes. Bon, Il a une tête qui est très caractéristique et quand je dis ah mais oui bien sûr, et c'est lui qui joue en effet le secrétaire d'État. Alors ce mec, dans sa vie personnelle, c'est assez intéressant, c'est le père de Charles Palmer qui est le réalisateur dans la saison 3 de Smith & Jones, Shakespeare Code, Human Nature and the Family of Blood, et dans la saison 10 de Oxygen, The Eaters of Light. Mais Donc, que c'est des bons épisodes. Il y en a des biens. Bah, il y a que Shakespeare Code qui fait un peu tâche, quoi. Ah non, je pensais que c'était ironique, Non, tu vois. je moi, trouve j'étais bien plutôt, Shakespeare Code. Enfin, je Ouais. l'ai revu, je l'aime bien. Oui, Il est pas il prise pas de mal, tête, il est c'est un pas épisode non plus- sympa, quoi. Non, mais je Je l'aime vous bien en arrête avant que partie, ça on va le parte en garder. classement. Merci. Il est également, donc ce Charles Palmer, qui est donc le fils de Geoffrey Palmer, a comme femme une certaine Claire Skinner qui jouera la mère dans The Doctor, The Widow and the Wardrobe. Donc tout est connecté. Un épisode très mémorable, celui-là, par contre. Hein. Qui n'est pas dirigé par son mari. Ensuite, on a le Sergeant Hart, qui est joué par Richard Steele, qui joue également Gorton dans The War Games. Gorton, c'est celui qui est responsable des cartes, qui a ce gros livre et qui Oui. boit son thé. Et par contre, c'est sur lui que moi j'ai fait ma thèse. Ah, voilà. Heureusement qu'on est spécialiste avec nous. Et il reviendra en saison 22, comme tu le sais, évidemment, l'aigle, je ne t'apprends rien. D'accord. Ok. On a le Travis, bah, si t'as fait ta thèse dessus, tu dois bien savoir. On a Ah oui, Travis, donc, d'ailleurs, qui est sa un- thèse porte exclusivement sur comment ces deux personnages peuvent être liés et être la même personne. C'est ça. comme Gulliver et le Time Lord.
Ah non, On mais a- c'était passionnant en plus comme thèse. Hein. Ça parlait de voyage dans le temps, de dimensions parallèles, de clones. Il avait Ça. tout. Exactement. J'ai été applaudi. Je recommence une 4e fois. On a donc Travis, technicien de la base, qui est joué par Ian Talbot, qui reviendra en saison 18, et le Private Wright, joué par Derek Pollitt, qui est notre cher conducteur pleutre de The Web of Fear. Donc vous vous Ah souvenez oui, oui. sûrement. Ah oui, je l'adore. Fameux celui-là. Derek Pollitt. C'est Et celui dont on qui a a déjà sauté parlé, de la puisque- voiture c'est alors ça. qu'il était en marche. Non, c'est ça. C'était le conducteur. Oui, c'est ça. On a, on J'ai eu a tellement parlé peur. de lui. On a parlé de lui parce que c'est aussi le frère d'un autre acteur, il me semble, dont on avait parlé dans un épisode précédent. C'est tout ce que j'ai à dire sur les acteurs. L'Aigle, c'est à toi pour le dossier sur les Siluriens. À mon tour, mon devoir est donc de faire ce dossier. Aujourd'hui, je vais parler des Siluriens de manière tout à fait... Tiens, dis donc, c'est surprenant ça, tu vas C'est parler original, de Siluriens. dis donc. Et comme il y a beaucoup de choses à dire et que on a plusieurs épisodes devant nous, je découpe cette chronique en 2 parties et la prochaine fera partie d'un futur Webcast. Donc, il y a 3 histoires qui font intervenir les Siluriens dans toute la série, dont 2 en série classique. Alors, il y a une nuance à poser à ça. La nuance, en clair, c'est qu'ils ont des cousins, on verra plus tard. Et donc, il y a certains qui pourraient dire « Non, ils apparaissent dans 4 histoires !» Alors non, ils apparaissent dans 3 histoires. Pourquoi les fans parlent toujours bizarrement chez toi Parce qu'ils Parce sont que- cons, d'accord. Ils sont Il pas a sympas, aucun les fans, c'est respect pour ça. pour les fans. Il a aucun respect pour les fans. Il est comme ça, l'aigle. J'ai aucun respect pour moi-même parce que je me déteste, d'accord. Donc, Ok. il y a donc un épisode encore à venir dans la série classique, 2 si vous comptez les cousins aux Siluriens dans le lot, hein. Un dans les années 70 et un dans les années 80, que je sais qu'Antartix porte énormément dans son cœur. Ouais, je vais pas le nommer, mais c'est l'épisode que je déteste le plus, avec un autre épisode Que tu n'as de pas l'ère nommé. noir et blanc. The Space Pirates, tu peux le dire, ça on a le droit. Oui, c'est voilà, passé. Space Pirates, c'est mon top 2 des épisodes que je hais vraiment. Voilà. J'en Tu déteste vois, aucun, mais c'est de tu là où... vois Neupleman, il est là, il est avec moi. Enfin, C'est- quelqu'un ça qui reste, parle, qui dit les Ça choses reste une comme moi. minorité, hein, qu'est-ce que je te dis. Je Ouais, veux mais dire- on parle fort. C'est ça. Ouais, Oui. mais le truc, c'est qu'il fait que des top 2. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui bosse beaucoup. Écoute, je suis un fan, j'aime bien faire des petits classements. Ouais, mais des top 2, c'est court, quoi. Il y en a pas autant que je déteste, tu vois, c'est pour ça. Je l'ai écourté. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, et dans la nouvelle série, comme vous le savez, il y a le double épisode de la saison 5, The Hungry Earth et Cold Blood. Donc, du coup, ça nous fait 3 histoires de Siluriens à venir, 3 histoires dans lesquelles les Siluriens interviennent, dont Dont 2 à 2 à venir. venir. Voilà. Maintenant, on va peut-être essayer de parler un petit peu des caractéristiques des Siluriens. Alors, ils ont plein de noms scientifiques, hein, les reptiles terrestres, les reptiles de terre. Alors, écoute, moi, personnellement, j'ai pas encore vu des reptiles de l'espace. Non, mais c'est pour pas confondre avec les reptiles d'eau. C'est peut-être pour pas confondre avec les petits reptiles, là, tu sais, genre les petits lézards qui marchent vraiment sur le sol, tu vois, c'est ce qu'on est habitué à voir. Ensuite, il y a les éocines. On peut aussi les appeler les Psionoso ou Sao, ça dépend si c'est du latin ou pas, Podomorpha, ou les Homo reptilicus, ou les Homo reptilia, ou les Reptilia sapiens. Voilà, ça fait quand même beaucoup de mots. T'as vraiment trouvé tout ça dans l'épisode? Parce que... Non, pas tout dans l'épisode. Hein, je me disais bien. Ils sont bien plus vieux que l'humanité. Ils étaient là avant nous. Ils ont des cousins, mais on n'en parlera pas ici. Ce sera justement le sujet d'un podcast futur. Voilà aussi pourquoi j'ai décidé de couper cette chronique en 2, hein, même si techniquement ce serait une sorte de partie à part. Hein. Mais du coup, les Siluriens en eux-mêmes ont des apparences assez variées et on peut noter plein de sous-catégories dans leur espèce. Par exemple, le fait que ces Siluriens-là n'aient pas tout à fait le même look que les Siluriens de la saison 5 de la New Who. C'est déjà peut-être en rapport avec ça, finalement, c'est pas expliqué. Hein. Finalement, ça a du sens, Doctor Who, hein. Ouais, Bien mon sûr, gars, c'est pas juste une histoire de budget. Hein. c'est pas juste incohérent. Oh bah, budget, Non, des tu fois, sais... c'est aussi une histoire de costume, quoi. Il Ah, faut tu pas- sais, budget, ils avaient juste à reprendre les costumes des années 70. Hein. Oh, putain, ça aurait été tellement horrible. Ouais, ça, t'es- Donc du coup, ce qu'on a Ouais. vu là dans cet épisode, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, ils ont de longs doigts, ils ont 3 orteils palmés, une petite bouche en forme de trompe. C'est comme ça que j'ai traduit sucker-like. Ensuite, plus notable, leur 3e œil rouge sur leur front. Donc les 2 principaux sont jaunes avec des pupilles similaires à des chats.
Et ils ont aussi des oreilles externes rectangulaires, et également ils parlent vite avec des voix profondes, ce qui a personnellement tendance à me casser les burnes. Voilà. Pour la petite histoire, un Silurien qui ressemble à ça est décrit par Madame Vastra comme faisant partie de la classe savante dans un comics. Voilà, bon, on en parlera plus tard. Par comparaison, ceux que l'on trouve au Pays de Galles dans la saison 5 de la nouvelle série, ils sont très différents, avec des visages bien plus humains, et vous pouvez trouver d'autres descriptions, d'autres paramédias, mais là c'est pas le propos, et grâce à Madame Vastra, il semblerait que ces Siluriens aient été aussi étendus à Londres, puisque le docteur aurait retrouvé Madame Vastra dans un métro de Londres, je rappelle. Il expliquait que ces Siluriens ont le sang froid, ce qui fait qu'ils avaient besoin de températures plus chaudes pour survivre. Ce sont de bons chasseurs, avec de puissants muscles et des os creux, plus grands, plus fins, plus rapides. L'espérance de vie... Que nous. D'accord. L'espérance de vie est de 200-250 ans, pouvant même aller jusqu'à 300 ans, comme on le voit dans la nouvelle série. Bon, après, il y a plein d'autres petits détails et subtilités que je vous passe, hein. Il y a aussi plein d'autres petites sous-catégories, ce serait trop long à dire. Et pour revenir sur nos Siluriens à nous, leur troisième œil semble avoir pas mal de pouvoir. Dans l'épisode déjà, on voit qu'ils peuvent s'en servir comme arme, létale ou pour rendre inconscient, et faire retrouver conscience déjà. On voit aussi des utilisations technologiques. Il y a aussi... C'est ça, une télécommande pour ouvrir les portes. C'est ça. Est-ce qu'on parle du sifflet à Silurien? Non. Non. Non, on en parle en bas. On évite. Et il y a aussi Ce nom était catégorique, c'est génial. Non. Ah C'est non. une chose qu'on oublie. C'est ça. Mais des fois, je me prends des levées de bouclier comme ça, mais vraiment. Non, mais c'est clair, Oui. c'est concis, c'est bien. Voilà. Et sinon, il y a aussi un pouvoir hypnotique. Dans certains paramédias, on développe aussi des pouvoirs télépathiques. D'ailleurs, on décrit que leur œil brille différemment en fonction de leur émotion, ce qui a un intérêt social, communicatif. Voilà, des pouvoirs hypnotiques. Et du coup, vous voyez, vous m'accusez toujours d'être mégalon. Mais j'ai fini. Ah ouais, il dit quoi, C'est vrai. Nopperman 22 minutes de podcast. Nopperman, il est content. Nopperman, il voit qu'on est que à 22 minutes d'épisode et qu'on est presque arrivé à la fin. Non, parce qu'il y a les paramédias et je vois que ça va être super long. Alors, Non. mes petites anecdotes, mes petites cacahuètes. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'aime bien vous parler du titre de travail de l'épisode, et celui-ci s'appelle The Monsters. C'était comme ça sur lequel les titres de cet épisode, quand ils travaillaient dessus, ce qui n'est pas très original comme titre, ce qui pourrait s'appliquer à pratiquement tous les épisodes de Doctor Who, mais bon, voilà. Alors ça, c'est une anecdote que je trouvais très sympa, c'est que la voiture, donc comme vous le savez, Bessie, a sur sa plaque, comme plaque Wu1, Wu1, W-H-O-1. Ouais, c'est une C'est la énorme première fois qu'on le incohérence, ça aurait dû être Who Free d'abord, ok. Pourquoi? Parce que c'est le troisième docteur. T'as compris? Non, mais Ah. j'avais rigolo. rien Comme compris. c'est sa première Non, mais j'avais voiture. rien compris, c'est la première voiture. Donc c'est Ouais, pas- mais non, il aurait dû avoir sa troisième voiture, d'accord. Bon, bref. Yeah. Allez, Ouais. tout ce que, et alors, moi je trouve l'anecdote qui est marrante, c'est qu'en fait dans la vraie vie cette voiture avait comme plaque d'immatriculation MTR5. Pourquoi? Parce que il y avait déjà quelqu'un donc en Bretagne qui avait WHO1 et donc il pouvait pas se permettre légalement de faire circuler une voiture avec WHO1. Et en fait, quand ils l'ont fait rouler sur les routes avec cette plaque WU1, ils ont dû le faire dans des lieux privés ou, si c'était sur des lieux publics, ils ont dû demander une permission spécifique à la police. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable qu'il y a un mec, sa plaque d'immatriculation, c'est Who One. Genre la voiture, Est-ce que- la plaque d'immatriculation, elle doit se revendre super cher sur eBay. Oui, c'est bien que tu le penses comme ça. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que les mecs, ils respectent la loi à ce point-là. C'est une voiture, il faut que, même s'ils tournent, il faut qu'elle, au cas où il y a Ah, mais un flic qui les arrête. C'est la BBC. C'est une entreprise publique, hein. C'est la BBC. Si eux, ils respectent pas la loi, qui l'a fait? Bah, pas toi, apparemment, Euh. parce que tu... Oui. Alors, du coup, c'est un petit truc technique, je pense que Leg va peut-être pouvoir nous expliquer. C'est la première utilisation du CSO, Color Separation Overlay, dans Doctor Who. Alors, C'est-à-dire que j'imagine c'est une manière de coloriser la pellicule, mais je n'en sais pas plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? à cause du nom, je pensais comme toi au début, je pensais qu'il s'agissait d'un nom qu'on donnait à une technique de colorisation de pellicule. Parce qu'historiquement, pour obtenir une image en couleur, on sait faire, depuis 1961, on sait que si on met 3 couches de vert, donc une verte, une rouge et une bleue, on obtient sur l'image toutes les couleurs visibles par un humain, puisque l'œil ne capte que le rouge, le vert et le bleu.
Alors qu'en fait, CSO, c'est un poil plus complexe que ça, tout en étant assez simple. C'est en gros le même fonctionnement qu'un fond vert actuel, sauf que c'est fait manuellement. C'est ce qui différencie CGI de CSO. On a un premier plan sur lequel on fait jouer les acteurs et sur lequel on peut avoir un décor à l'avant du plan, et on met une couleur en fond, jaune, bleu ou verte, parce que ce ne sont pas des couleurs de peau naturelles. Et on a un mélangeur qui va enlever cette couleur, et ça permet d'intercaler un autre plan par-dessus, pour avoir un seul plan avec le background qu'on veut. Elle a été remplacée dès qu'on a pu, parce que souvent le problème avec cette technique, c'est qu'elle trahit une absence de profondeur. Ok. Merci pour cette explication De rien. courte, comme je les aime. Alors, la musique qui est décrite comme unusual, que je dirais plutôt casse-bonbon, a Si, tiens. été dirigée par un certain Carey Blyton et comporte des clarinettes, des violons et des trombones. Et aussi le Alors, fils non. de ce dernier qui était en train de jouer. qui s'amuse avec un... Alors non, mais blague à part, j'ai adoré la musique de cet épisode. Mais Ok. tu Alors, es je bizarre, suis- ne toi. reviens plus. Je suis incapable d'aimer les musiques des années 70 dans Doctor Who. Enfin, si on peut appeler ça musique, en fait. Enfin, c'est des Ah, mais bruits de surtout fond, c'est celle-là. strident, je trouve ça horrible. C'est Doctor Who attendu les années 80, je trouve, pour avoir des musiques potables, en fait. Oh, les années 60, ça va, hein, il y a des jolis trucs quand même. Hein. Ah non, Ouais. mais là vous êtes méchant. Je veux dire, la musique est angoissante. La musique te prend au Ah oui, trip. c'est angoissant, ça on peut le dire. C'est assez anxiogène, en effet. Non, Non, mais j'espère vraiment que c'était le but recherché. Par parce contre, que pour ça- revenir sur les années 60, je te ferai écouter 2-3 trucs. Il y a vraiment des trucs jolis dans les années 60. Hein. Bah, à part Mais, la musique du Last Chance Saloon, dans l'épisode non, de mais- One, j'ai aucun souvenir. Le générique de... j'ai plus forcément les noms en tête, mais de certains... Je te ferai écouter le générique de Doctor Who. Tu verras, il est génial. Je l'ai jamais entendu. The Seeds of Death, ce genre de choses. Ouais, mais là, c'est les années... 60 Non, 70, City of Death. Bah non. Non? Bah non. Seeds. On parle de l'épisode de Douglas Adams, là? Non, Seeds. Ah, Seeds, j'entendais City of Death. Ouais, pardon. Non, c'est un Ouais. épisode en noir et Faudrait blanc, que je réécoute ça un jour. Enfin bon, Voilà, voilà. Bon, passons. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse? Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Très bien. C'est le seul titre d'histoire qui casse le fameux tabou du mot Doctor Who dans le titre. C'est-à-dire, oui, voilà. C'est-à-dire que bon, le Doctor Who dans le titre. Quoi. Avant ça, c'était déjà le nom d'un épisode dans The Chase qui était donc The Death of Doctor Who. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, à l'époque, asseyez-vous près du feu. À l'époque, Pernopo, les histoires raconte-nous dans les une scripts, histoire. Laisse-le parler, toi. les scripts étaient toujours désignés comme étant Doctor Who and The. Et en fait, à chaque fois, le titre, quand le titre devait partir en production, ils enlevaient le Doctor Who and The pour laisser juste le titre. Mais cette fois, en fait, ils ont laissé ces mots-là. Et pour éviter ça à l'avenir, en fait, ils ont carrément retiré le Doctor Who and The des scripts. D'accord. Malgré tout, cet usage a été gardé pour les target books, pour les novelisations, qui ont toujours le Doctor Who and The dans le titre. Ouais, tout quasiment. J'avais jamais compris pourquoi, mais toutes les novelisations s'appellent quasiment Doctor Who and the quelque chose. Parce que c'est basé sur le script. Même sur les modernes? C'est ça. Enfin, sur la nouvelle série non. ou juste sur Non. les classiques? Sur la nouvelle série, c'est... Non, c'est les classiques, je pense. Sur la nouvelle série, c'est Rose, c'est Day of the Doctor, et c'est... Ouais, ok. Witchfinders. Encore des caméos comme pour le podcast précédent, nous avons des caméos dans cette histoire par Barry Letts et Terrence Dix qui jouent des passagers du train et Trevor Ray qui joue la personne qui tombe et qui est le contrôleur à l'entrée de la gare et qui tombe attaqué par la bactérie silurienne. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est intéressant, quand les Siluriens retournent en hibernation, ils disent qu'ils vont revenir 50 ans plus tard, et 50 ans plus tard ça correspond environ à 2020, c'est-à-dire les événements de The Angry Earth et Cold Blood. Mais en fait, pas tout à fait. Parce que la série, à cette époque, est censée se passer dans les années 80. En fait, c'est Est-ce censé que se tu veux passer... vraiment lancer le débat de Unit maintenant? Parce Non, que... non, elle se passe dans les années 70 et 80 en même temps. Non, le truc, c'est que à ce moment précis de la série, vous pouvez être sûr qu'elle a été pensée pour se passer dans les années 80. Donc, ça veut dire que 50 ans plus tard, ça fait 90, 2000, 2010, 2020, 2030. J'aime bien, donc, le gars il partait de chercher une explication temporelle, alors que le fait qu'à la fin de l'épisode ils explosent tout, ça te dit pas que Oui, de c'est toute façon, peut-être pas ça les change mêmes, rien. tu vois. De toute façon, c'est pas les mêmes Ça puisqu'ils s'adresse leur ressemblent pas. s'adressait au public. Ouais, mais ils leur Ça font reste au exploser tout, public. donc il n'y a plus rien en fait à la fin du. Ouais, ouais.
Ok. Euh, Non, mais je c'était continue. une belle anecdote, genre. Non, mais C'est bon, 50 oh là ans, là. ça Je correspondait t'ai à des trucs, on 2020, s'en tu fout. vois. Ok, bon. Dernière anecdote, c'est l'une des 10 seules histoires dans lesquelles le Tardis n'apparaît pas. Comme les autres ont les notes sous les yeux, je vais demander à Antarctix, est-ce que tu peux au moins m'en citer 2? Non, parce que j'ai retiré les notes de mes yeux parce que ça faisait laguer l'enregistrement. Exactement. Du coup, Bah, c'est pour ça que du coup t'as pas de notes, du coup tu vas pouvoir me dire 2 histoires sans notes, 2 histoires de Doctor Who dans lesquelles il n'y a pas de Tardis. est-ce que c'est des histoires classiques? Et il y en a 1, 2, 3, 4 classiques, 5 classiques, 6 classiques, 5 classiques et 1, 2, 3, 4 non classiques. 4 non classiques alors. Ça dépend de si on parle de la console, parce qu'il me semble que dans Inferno tu as juste la console. Ok. Je ne sais pas si, Ouais, je sais pas alors, si la ça console- compte. Ça non, compte, ça ça compte. compte. Dans la Et console, ça compte. probablement Midnight, si je dois citer la nouvelle série. Midnight, ok. Il en a Bien un. joué. Midnight, ça compte. Yes. Donc je vais noter que je vais citer que ceux qui sont avant cet épisode-là ou dans la New Who, donc Mission to the Unknown. Les autres, Santaran Experiment, j'imagine que c'est dans la New ou ça? Non, Santaran non, Experiment. The Centurion Experiment, Non. c'est après. Ah, ok. Donc Midnight, The Lie of the Land. Lie of the Land, c'était quoi ça? New, mais je sais C'était... pas. Nouvelle série, saison 10 de la nouvelle série. Si, c'est dans la trilogie, Ah, de ouais. la... Des Ok. moines. Ah, ok, génial. Et The Woman Who Fell to Earth, donc saison 11, Ouais, premier c'est ça. épisode. En effet. Mais il n'y a pas de Tardis dans le. Ça, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on voit pas son Tardis. Dans quoi? Dans l'épisode où. Avec Whittaker qui apparaît, il n'y a pas le Tardis. Non, du coup, Ah bah, non, j'ai jamais fait il attention. apparaît plus tard. Bah, on voit c'est- rien c'est- entre... c'est même le truc principal de l'épisode, puisque elle dit, bon bah, il Ah faut... bah oui, parce qu'on le retrouve dans l'épisode 2. C'est ça. Oui, je suis Ouais, con. c'est ça. Ok. Oui, c'est ça, je suis con. Oui, c'était pas du tout ce alors. que je voulais dire. Donc voilà, on attaque maintenant les paramédias. L'aigle, on est à 30 minutes d'enregistrement, donc si on peut avoir. Tu as 5 minutes. 20 minutes. Alors, Allez, c'est parti. j'ai décidé exactement d'être court et de pas faire une liste. Ah ah. Mais alors toi, je te jure, le jour où je te... j'ai décidé de faire juste de parler de 3-4 paramédias pour être rapide et pas pour faire une longue liste, et puis juste pour donner des opinions sur chacun d'entre eux. Et pareil, hein, comme le podcast avant, c'est-à-dire de faire quasiment un paramédia. Donc par exemple, pour les romans, on a The Scales of Injustice, sorti en 96, réédité en 2014. Jeu de mots, scale, écaille. Ah, les écailles de l'injustice, voilà, on a notre traduction. C'est rigolo, ça. Virgin Past Doctor Adventures, écrit par Gary Russell, qui est donc pas la moitié d'un trou de balle, puisque il a quand même écrit énormément de choses dans l'univers Doctor C'est Who. pas lui qui a écrit le roman de. Sur le Toymaker, peut-être. Je sais plus si tu parles de ça, parce qu'il a fait tellement de trucs. Non, je parle de Family of Blood, parce qu'il me semble que c'est tiré d'un roman de Gary Russell. Non, je crois que c'est Paul Family of Cornell Blood. qui a fait Family Oui, of Paul Blood. Cornell. Ah, Paul Cornell, autant pour moi, Ouais. je mélange les deux. Mais vas-y. Donc c'est une histoire avec le troisième docteur et Lise, et en fait qui globalement reprend un peu, je pense que ça reprend à peu près les mêmes Siluriens, il devait y en avoir 2-3 qui ont survécu, et puis voilà, ils ont fait une histoire avec. Trois trucs intéressants qu'on a là-dedans, et c'est aussi pour ça que j'ai sélectionné dans les trucs paramédias, c'est qu'on apprend quelque chose qui fait un pont avec ce que je disais dans le dossier, c'est-à-dire sur l'apparence des Siluriens, c'est qu'il y a des différences en fonction des castes sociales. Il y a différents clans, différentes familles, différentes capacités. Par exemple, certaines espèces sont plus faites pour le froid extrême, d'autres pour le chaud extrême. Il y a les castes des guerriers, les castes savants. Par exemple, on apprend aussi, je crois, dans l'épisode de la saison 5, que les Siluriens, les guerriers n'ont pas de troisième œil. Ce qui est bizarre, puisque c'est énorme, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Du coup, ça fait quand même quelques petites choses. Ouais, arrêtez tout, on a trouvé une incohérence dans Doctor Who. Arrêtez tout. Arrêtez. Je suis choqué. Alors, un petit synopsis comme ça, pour peut-être vous donner des idées. Donc, un enfant disparaît, un petit garçon, et une policière commence à
à dessiner des peintures de caves, vous savez, de cavernes, en fait, de cavernes préhistoriques. Des peintures rupestres, je pense que tu veux Des dire. peintures rupestres, là, qui est magnifique. ça. Ouais, c'est le dernier stade de la maladie. Voilà, c'est Quand ça. un silurien t'attaque, c'est ou il te tue, ou alors il fait de toi un artiste. quoi. Oui. De peintures rupestres. Et donc, du coup, le docteur, il se dit, les peintures rupestres, ça devrait être les Siluriens. Et Il donc, dit vraiment ça comme ça. oui, c'est comme ça. Et donc, du coup, avec le brigadier qui est distrait ailleurs, avec des problèmes familiaux, et à propos des fonds pour Unit, hein, comme quoi ça a toujours été un souci, hein, c'est pas seulement dans cette décennie-là. L'argent. Et donc, le docteur doit enquêter seul, parce que même Liz Shaw, en fait, se met à partir de son côté et se met en équipe avec un journaliste, parce qu'elle a peut-être elle a sa propre Piste. elle a sa propre opinion sur l'affaire. Et du coup, les Siluriens se réveillent à nouveau, donc pas du tout 50 ans plus tard, hein, plutôt quelque chose comme 5 minutes, se réveillent de leur ancien tombeau, et le docteur, Liz, et le brigadier se retrouvent à nouveau dans une Ouais, mais c'est les conspiration. romans, c'est pas canon. Oui, non mais c'est vrai, c'est Virginia Doctor Adventures, Ah, le canon et Doctor Who. c'est ça. Il y en a pas. Donc, On en parle dans l'épisode de je ne sais plus lequel, de Willycast, du canon. Reportez-vous, J'en parle tout autopromotion, J'en parle tout le fin de temps. la parenthèse. J'en parle tout le temps. Vas-y. Donc une conspiration qui finalement se trouve être au plus profond du gouvernement britannique. Boris Johnson. C'est bien dit. Boris Johnson, c'est ça, au plus profond des gouvernements britanniques. Donc Boris Johnson, nous te regardons droit dans les yeux. Exact. Ensuite, en comics, je voudrais vous citer un comics qui pourtant un peu pourri. Encore c'est pas spécialement, non, c'est pas que c'est pourri, c'est juste que c'est du gros fan service. C'est Supremacy of the Cybermen, un comics Donc, comme le nom l'indique, un épisode sur les Silurians. Bah attends, je m'explique. Donc Supremacy of the Cybermen, un truc de Titan sorti en 2016 pour les 50 ans des Cybermen, sauf que bon, ça m'a l'air d'être vraiment juste une sorte de mélange de trop fan service pour vraiment que ce soit intéressant. Et en fait, j'ai sélectionné cette histoire parce qu'il y a quand même un truc absolument incroyable là-dedans. Juste deviner ce qu'on voit, genre bon, Cybermen, Silurien, essayer de deviner un peu le rapport. Ils ont converti des Siluriens en Cybermen. Oui. Non, parce que le contraire Yes. aurait été bizarre. J'ai gagné quoi? Ils ont transformé des Cybermen en Siluriens. Oui. Ça marche moins, je pense, tu vois. Non mais du coup, on peut assister techniquement dans une certaine vision du canon de l'univers, hein, les Siluriens, les Cyber-Siluriens existent. C'est ce que j'allais dire, ce sont plus les Cybermen. Bah, C'est il me Cyber, semble que, après l'idée est pas nouvelle de convertir une espèce en Cyberman, il me semble que t'as les Vord aussi, pour qui c'est arrivé. Ah oui, Ah oui, non, oui. mais c'est déjà arrivé très très tôt, parce que tu as les Cybermat qui sont dans la série classique. Cyberman, dès la première- c'est pas juste un gadget? Non, c'est des vers de terre qui ont été cybernisés. D'accord, Ah ok. Mais enfin, Ok. enfin, je veux dire, voir Aucun quand même souvenir. des reptiliens, enfin des Siluriens dans une technologie Cyberman, c'est quand même quelque chose. Donc, voilà, donc vous avez ce comics qui fait en fait une jonction entre 9e Docteur, toutes les séries en fait du 9e Docteur, du 10e, du 11e et du 12e. Et ça a été écrit par George Mann et Kevin Scott. C'est sorti en 2016. Voilà. Ensuite, en audio, oula, et alors c'est surtout toi l'O3 que je vais viser. Vas-y. Attention. Je voulais vous parler de Blood Tide. J'en ai aucun souvenir. Mais, vas-y. C'est un C'est épisode pour ça que c'est pas toi qui es visé. entre le 6e Docteur et Evelyn, Ah, Evelyn. sorti en juillet 2001, le 22e épisode du MR. L'O3, s'il te plaît, toi au moins, dis-moi que tu t'en souviens. Oui, c'est avec des Siluriens sur une île avec Christophe Colomb. Non, Ils sont- avec Il Charles y a Darwin dedans, non? Ouais, c'est Darwin, c'est ça. pas Christophe Colomb. Voilà, avec Charles Darwin, voilà. Donc un petit synopsis. Et 19 septembre. Darwin qui rencontre les Siluriens, juste ça, c'est magique. quoi. Oui, c'est ça. Donc en gros, la Terre préhistorique est en train de mourir et les Siluriens se mettent en animation suspendue. Apparemment, ils ont tous fait ça au même moment, enfin pas forcément au même moment, ils ont tous eu la même idée à la fin de la préhistoire et ils se sont tous mis en animation suspendue. Et Ah non, mais ça, c'est expliqué dans l'épisode, par contre. bah bien sûr. Parce qu'ils ont eu peur que la lune leur tombe sur la tête.
Bien sûr. Ouais, donc ça va, quoi. Et que ce soit passé au même temps, c'est normal. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est pas normal, c'est juste que, genre, sur toute la Terre, toutes les espèces de Siluriens ont eu la même idée. J'en sais, ils auraient pu avoir d'autres idées, j'aurais pu... Instinct d'espèce. Ouais. Non, mais attends, une espèce qui est capable d'inventer le sifflet à Silurien doit être capable d'envoyer des messages sur une grande distance à travers les continents, tu vois. Surtout qu'en plus, à l'époque, les continents n'étaient pas séparés, donc... Ouais, mais je suis pas sûr que c'était... Là, pour le coup, c'était vraiment des espèces très différentes, tu vois, genre, c'est pas juste comme des... C'est pas juste des populations différentes, hein. C'est pas grave. Non, c'est grave. Attends, se prendre le chou sur des trucs pas importants, c'est l'essence même de Doctor Who, ok? Dedans, ouais. Allez, faisons une liste des choses pas importantes sur lesquelles on se Docteur penche. Margatis. Numéro 1. Ok, donc sur les îles Galapagos, voilà, il commence à y avoir des disparitions, et le sixième docteur, avec Evelyn, rencontre Charles Darwin, excusez du peu, hein, et ils affrontent tous ensemble les Siluriens. Et moi, bah, j'avais plutôt bien aimé cette histoire. Vous avez quoi Elle m'a en pas tête marqué à fond, mais je... Bah, moi non plus, mais en soi, ça restait une bonne histoire, franchement. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes Siluriens que ceux qui apparaissent dans cet épisode. Enfin, dans l'épisode dont on est en train de parler aujourd'hui. Et toi, Antarctique, tu t'en souviens un peu? J'ai souvenir que j'avais bien aimé. Et Ouais. voilà, je t'ai dit que je me souvenais que Darwin était dedans, et c'est tout. C'était un épisode Voilà. sympa comme plein d'autres, quoi. Mais c'était sympa. Donc si vous nous écoutez, sachez que c'est un épisode sympa, mais dans 2 ans, vous en rappellerez plus. Bah, 2 ans et demi, allez. Mais Voilà. c'est-à-dire que les épisodes d'Evelyn sont tellement marquants, tellement puissants émotionnellement, celui-là c'est un des plus faibles à ce niveau-là. Et du coup, je peux essayer de terroriser l'O3 en lui disant « Regarde, j'ai terminé, j'ai gagné mon pari. Oh, déjà, t'as déjà Mais terminé? bien sûr, et je vais pouvoir te taper parce que j'ai réussi, j'ai gagné. Enfuis-toi. Enfuis-toi. Bon, pendant que l'aigle tape le 3, Antarctique, qu'est-ce que t'as pensé? Point négatif, point positif et note sur 10. Alors, de l'avis que je vais te donner, c'est sur des souvenirs que j'ai de l'épisode, parce que je vous ai rejoint après, et je l'ai vu il y a très longtemps, cet épisode, c'était peut-être en 2015, si tu En veux. fait, ça fait 10 Woodpeckers que je fais ça, ils se sont toujours pas rendus compte. Et Si, si tu veux, je peut me te souviens rendre compte. plus tellement des points positifs, à part que j'aime bien les personnages et j'aime beaucoup les conséquences qui restent jusqu'à un peu plus loin avec ce que fait le brigadier à la fin de l'épisode, enfin ce que fait Unit à la fin de l'épisode. Oui. Bon, Tu peux le spoiler. Hein, parce que ouais, je sais pas si j'ai le droit, enfin je... Si, Tu as le si, droit. vas-y, fais-toi plaisir. Il fait tout sauter. Mais t'as pas le droit de spoiler ce qu'il y a après. Ouais, ok. Alors du coup, le fait que le brigadier explose explose la caverne avec les Siluriens, si je me trompe pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup vis-à-vis des conséquences qu'il y a plus tard et de la construction de la relation entre le docteur et le brigadier qui se connaissent pas encore tellement et qui reste même dans la nouvelle série avec toute la morale que Kate a apprise de ce que le docteur a appris au brigadier. Ça c'est le gros point positif dont je me souviens de cet épisode. Ça et le côté pacifiste du troisième docteur. Donc pas de point négatif. Du côté des points négatifs, c'est long. C'est long. C'est Oui. très long. C'est pour ce que ça a raconté. Ça, c'est un gros souci du troisième docteur aussi en général avec cette période de la série. C'est le sujet est super intéressant avec la communication entre les espèces et le docteur qui veut servir d'ambassadeur, mais ça fait 7 épisodes, quoi, et il y a beaucoup de vide, je trouve, dans cette série. La musique aussi, on en parlait dans les points négatifs. Sur cet épisode, quoi, C'est un souci que j'ai avec l'air en général, c'est anxiogène et ça me sort complètement du truc. L'air est anxiogène, c'est un super jeu de mots. C'est vrai, merci de le souligner, c'est sorti tout seul. En général, je m'en rends pas compte. Mais j'ai un bon souvenir de l'épisode, surtout de la fin, parce que c'est ce qui m'a marqué, c'est ce que j'ai retenu. Et je sais pas, je peux lui donner un 6 ou 7 sur 10 si tu veux. Des vagues souvenirs 6 ou que j'ai, 7. c'est l'un ou l'autre. 6 ou 7. Plutôt, on va couper la poire en deux et on va dire 6,5. Et puis voilà. On a dit qu'on donnait pas des demi-points, si. On le faisait avant, mais je sais pas pourquoi, il y a genre 2 Woodpeckers qui a dit non, on le fait plus, donc je sais pas. On le Bon, fait alors pas. je vais être sympa, je vais monter à 7 sur 10. Ah, ok. 7 sur Voilà. 10. C'est tout pour moi. Ça marche. Alors 7 sur 10. Donc, Mike.
Ensuite, l'O3. Alors, c'est un épisode que j'avais déjà Oui. vu, que j'avais déjà essayé de voir à l'époque. Parce que je l'ai regardé il y a 5 ans, 6 ans. Ça commence mal. Ouais. Et je me suis arrêté au bout de l'épisode 3 parce que j'en pouvais plus, en fait. J'en avais marre de ces allers-retours entre la base silurienne et le réacteur nucléaire. Et ben aujourd'hui, je me rends compte, après l'avoir vu en entier, que finalement, j'aurais dû continuer parce que la deuxième partie change complètement la donne avec le virus et tout ça, et ça devient une histoire de pandémie sortie de nulle part. Ah, d'accord, ok. Et Je pensais que t'allais nous. Ah non, mais je m'y attendais pas du tout, en fait. Mhm. Ah bon? Je pense que eux non plus, hein. Mais. Et non, et en plus, c'est bien fait. T'as un seul type qui arrive à sortir du réacteur nucléaire, qui infecte l'hôpital, et puis il va à Londres, et puis... Non, c'est un bon film, c'est une bonne histoire de pandémie. Après, il y a Licho qui ici est pas très utilisé. Hein. Faut bien l'admettre. Le nombre de fois où le docteur dit j'y vais, mais toi tu restes là. Ok. Mhm. C'est pour ça qu'elle est un peu oubliable comme compagnon sur un. Voilà. Ouais, mais du coup, j'ai adoré sa scène où elle lui dit non, mais vous allez me servir de secrétaire. Bah non. Mais je suis une femme émancipée. Enfin, voyons. Et vite, t'as le docteur qui lui dit bah non. Là, il a vraiment besoin de vous, quoi. C'est pas juste pour vous réduire en tant que femme. Mhm. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que la scène d'après, tu vois le brigadier et Licho au téléphone, en train de tous les deux faire secrétaire, en fait. Oui. J'ai cette Mais image oui, en c'est con. tête. Le brigadier passe bien au secrétaire. Mais oui, ils sont sur le même bureau, t'as deux téléphones et ils répondent chacun et ils essayent de gérer la crise. Et j'ai trouvé ça. Ça, c'est Ok, la en fait, génération actuelle Instagram avant l'heure où ils se regardent pas, ils sont chacun sur leur téléphone. C'est ça. Et tu sais, de temps en temps, ils se parlent. Mais, alors, t'as la nouvelle formule? Non, j'ai pas la nouvelle formule. Oh non! Le scénario avance. Le scénario avance, ils font ce qu'ils peuvent. Les personnages secondaires sont aussi sympathiques, au final. Euh, le chef de la sécurité de l'usine, le patron de l'usine, le secrétaire d'État, sont tous des personnages qui... Il n'y a pas d'idiot fini, en fait, parmi eux. Il y a des arrogants, il y a des méchants, il y a des stupides, Oui, c'est vrai. mais il n'y a pas C'est d'idiot étonnant. fini. Il n'y a pas de... Par exemple, le secrétaire d'État, ça aurait pu être un idiot complètement... Ça aurait pu être un débile à qui on dit « Non, non, vous êtes contaminé, sortez pas » et tout, et qui casse la gueule au gars qui s'en va. Non, Mhm. là, c'est plus subtil, tu vois. C'est juste qu'à un moment, il est sur le point de s'évanouir. Il fait non, je vais y aller, je vais rentrer. Je vais retourner à Londres et tout. Donc, il l'a Mhm. pas. Ça le rend moins méchant. Et quand il meurt à la fin, t'as fait quelque chose, quoi. Bah. Ouais, c'est toujours. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est mieux que quand c'est un cas gentil qui meurt plutôt qu'un idiot abruti fini. Oui, c'est ça. Tu sais, le gars à qui on dit attention, c'est un virus, je peux le boire? Non. Ça se voit. Ok, du coup, note. Alors, note, si je dois compter que les 3 premiers épisodes, je leur ai donné 4 sur 10. Mais avec le tout, l'ensemble. Et le côté Ah, c'est pandémique, j'ai trouvé très réussi. J'aurais donné 8 sur 10 à juste la partie en pandémie. Wow. Ok. Attends, tu. Franchement, ça m'a rappelé des films que j'ai vus dans les années 90, dans les années 2000. Franchement, Et donc, c'était bien fait. Comme du coup, tu d'habitude, fais une l'autre moyenne nous entre donne les des deux notes, ou tu... Bah, on va lui donner 7,5. Hein, je pense que. Il n'y a pas de Ok. demi-point. On n'a pas le droit au Pas de demi-point, mille, on m'a sept. déjà dit ça il y a 2 minutes. 7. 7, d'accord. Ouais, ben 7 alors. 7. Ok. C'était un bon épisode au final. L'aigle. Alors, je suis étonné de me dire que je serais certainement le mec le plus sévère. C'est une histoire sympa, mais trop longue. Trop Ouais, mais en longue. même temps, t'as pas vu l'épisode depuis 8 ans. Non, je l'ai revu. Je l'ai revu. Non, je sais bien. Je l'ai revu il y a pas. Là, pour le coup, je l'ai revu. Non, c'était une blague. La musique est intenable. Mais à chaque fois, je me souviens pendant le visionnage en équipe, mais je faisais toujours la blague de dire que c'était genre le gosse qui était en train de jouer avec le xylophone. Oh là là, et non, vraiment. Par contre, la fin, elle est couillue. Ça, personne en a parlé. Ah si, il y a Antarctique qui en a parlé, mais la fin, elle est J'ai couillue. l'impression qu'on a un avis très similaire, mais que moi j'ai bien aimé et toi non. Non, mais c'est juste que 7 sur 10, c'est vraiment gentil. Bon, la fin est super couillue, mais je trouve qu'elle trahit tout de même une facilité scénaristique, parce que, tu sais, Gérard, c'est chiant, ça veut dire qu'on va pouvoir les faire revenir, ou on va devoir retravailler sur eux plus tard. Ouais, fais-les péter. Ouais, mais ils auraient pu faire un truc comme quoi, genre, le virus se retourne contre eux et les décime, ou ils peuvent pas, tu vois, enfin, ils auraient pu ne pas impliquer le brigadier, quoi. Ouais, non, c'est Alors sûr, mais en moi- tout cas, la fin est couillue. Ah, pour donner mon avis là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le brigadier ment au docteur. Et ça, je pense qu'il en avait pas besoin, en fait. Le brigadier est quelqu'un enfin, s'il a raison, Oui, il a raison. oui, il t'as n'est pas raison. le genre à mentir. Et j'ai pas compris qu'il mente à ce moment-là. Ouais.
Ouais. Je suis d'accord. Sinon, il y a un manque de réalisme. De manière générale, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Attends, tu crois pas au Silurien? Non, mais il y a un manque de réalisme, par exemple, dans Non, mais t'es un peu borné quand même. On te dit qu'ils existent. Je parle pas, Référence podcast précédent. je parle pas de biologie, je parle pas de ça, je parle de l'aspect scientifique de l'épisode. Toi-même, tu l'as, toi-même, t'as un peu râlé en voyant ça. Toi-même, tu Tu sais. trouves ça plus prononcé que dans d'autres épisodes? C'est pas ouais, un petit, ouais, quand même, un peu. Parce que Doctor Who et le manque de crédibilité scientifique, c'est quand même un long souci, surtout à cette période. Enfin, Alors que moi, j'ai plutôt été positivement surpris par tous les termes de nucléaire qu'il y a dedans, qui sont exacts. Les explications nucléaires sont bonnes. La Tu es perte de un puissance expert en qui- nucléaire, Lou. Je ne savais pas. Hmm Tu es prof de nucléaire, je ne savais pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais le samedi soir? Maintenant, oui. Tu lis des bouquins sur le nucléaire, enfin. Sinon, je trouve que l'épisode a beaucoup d'humour, mais parfois malgré lui. Genre, en fait, ça tourne au nanar. Cet épisode est nanaresque. rappelle-moi, c'est dans cet épisode que t'as le docteur qui s'en va et qui fait coucou par la fenêtre? Oui, c'est ça. Je trouve ça très C'est ça. drôle pour le coup. Ça, par exemple, c'est une touche d'humour fait exprès, tu vois. Mais il y a des fois, juste l'épisode est ridicule. En plus, avec la musique derrière, je trouve que c'est malgré lui. Ça tourne au nanar. Non, mais attends, t'as pas expliqué en quoi scientifiquement il te gênait. Mais si, je t'ai dit que c'était un manque de réalisme par rapport à ceux qui Oui, travaillent. mais par rapport au Silurien ou par rapport au réacteur nucléaire? Mais pas par rapport au réacteur nucléaire ou pas par rapport au stylurien. Je t'ai dit que c'était pas par rapport à la manière de travailler en laboratoire. C'est juste que je trouve que ça a un manque de réalisme et ça m'a gêné. Ça fait toc. Ouais, c'est ça. C'est son sentiment. Ah, ok, tu parles du développement du vaccin et tout ça. Et ensuite, des personnages qui s'affirment mais qui sont intéressants. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai mis. Ça, c'est point positif ou négatif? C'est un point positif. Des personnages qui s'affirment et qui sont D'accord. intéressants. Voilà. Très bien. Et donc Alors, à la base, je mettais 4 sur 10, mais en fait, j'avais peut-être été un peu vénère, donc du coup, je vais mettre la moyenne, je vais lui mettre 5 sur 10. Wow. Ok. Alors, avant que je m'endorme, mon avis sur l'épisode, sur l'histoire. Donc, les points positifs, c'est que déjà, c'est la première apparition des Silurians, donc ça, en termes historiques, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup le fait que, comme dans la première histoire, on a différents lieux qui sont visités, pas mal de changements de décors, etc. C'est plutôt agréable. Et la conclusion, donc que aussi je trouve assez osée, c'est un terme que je préfère à coup dur. Parce que monsieur est poli. Par contre, en termes de points négatifs, la longueur, comme tout le monde l'a mentionné, presque, la musique évidemment, et moi j'ai un problème avec les Siluriens parce qu'ils sont impossibles de différencier. J'arrive pas à comprendre qui est qui. Et C'est ça, raciste pour moi, ça. parce- Je suis désolé, mais c'est Ouais. raciste. Non, c'est- Attention, là, tu tous vas les trop Siluriens loin. se ressemblent. Alors, dans mes notes, quand j'écrivais le résumé de l'épisode en même temps que je regardais l'épisode, j'ai quand même été obligé d'écrire Silurien 1, Silurien 2, Silurien 3, parce qu'en Oui. effet, il n'y a aucun moyen de le différencier, et même le chef n'a même pas un truc différent des autres. Quoi. Il est un tout petit peu plus petit, je crois, mais... Enfin voilà, du coup, je mets une note de 6 sur 10. L'aigle, Ça nous fait donc Moyenne. une moyenne de 6,25 donc on reste en dessous de de Spirit from Space. Spearhead Heureusement, from quand même. Space. Bah, écoute, la note a parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Voilà. Bah écoute, je Non. suis super content. Alors, Non mais du coup, ça manque oui. de soldats unit en fait, de soldats unit reconnaissables. Heureusement qu'ils viendront plus tard, mais ça me manque en fait. Quand je pense au Ça, troisième ils ont docteur, pas- je pense à tous les soldats d'unit qui sont dedans. Donc Benton Ouais, y a était pas déjà de- là, par contre. Il y a Benton, ouais. Il me semble qu'il est là Ouais, depuis mais- le deuxième docteur. Il y a Benton. Mais après, il en manque je quelques-uns. suis pas sûr que c'est dans tous les épisodes. hein, La donc, famille Unit est pas. voilà, la famille Je suis pas unit sûr. n'est pas encore au Mais complet. c'est vraiment la ça- saison, c'est vraiment pour la saison à venir, la famille Unit. je pense que Benton, je suis pas persuadé qu'il soit déjà là. hein. On vérifiera. Il me parce que semble pour qu'il est là nous, il depuis le apparaît deuxième dans- docteur, depuis Web of dans Fear, mais je l'histoire dis 4. With Invasion, mais je dis Alors, peut-être Il n'importe est quoi. dans The Invasion. Il est dans The Invasion, ça c'est sûr. Ouais, mais il est pas présent. Il y revient en récurrent plus tard, je pense. Ouais, il est pas dans celui-ci. Hein. Peut-être dans celui-là, la, il peut-être dans la saison 8, du coup. Ou là, c'est sûr qu'il y est. Ok. On conclut? Ouais. Ouais. Ok, allez, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, des étoiles sur iTunes et des commentaires, et vous permettrez peut-être à la BBC de s'acheter des instruments de musique. On se retrouve pour le prochain épisode de Weeblycast, et en attendant, n'oubliez pas...